Nous sommes dans l'émission Grande Analyse, mesdames et messieurs, bienvenue. Nous recevons pour vous Michel Okongo. Il est président du parti politique Unité des Valeurs, avec qui nous allons un peu débattre de la question sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC, mais aussi le départ ipso facto de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega, qui dans un passé récent, certains mouvements citoyens de la place ont fait des sit-ins pour obtenir son départ, ce qui n'a pas été ici obtenu. Le parti politique Unité des Valeurs ne s'est pas écarté de la logique. Ce parti a fait moult communiqués pour fustiger les propos négationnistes de cet ambassadeur. Voilà pourquoi nous sommes ici dans ces cadres pour parler avec le président Michel Omena. Bienvenue dans cet entretien. Merci, monsieur le journaliste. La première question, votre parti Unité des Valeurs a, dans un passé récent, tiré à boulet rouge sur Vincent Karega, mais aussi la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République. Apparemment, vous maîtrisez la question sécuritaire de l'est de la République. D'abord, je salue les Congolais qui nous suivent en ce moment et je vais préciser une chose, que nous sommes en train de vivre une tragédie terrible. Et depuis 1996, le Congo est entré dans une zone de turbulence où nous sommes tellement secoués de part et d'autre, où nous perdons nos compatriotes tous les jours, par dizaines, par centaines même. Et aujourd'hui, nous comptons plus de 12 millions de Congolais qui sont tués depuis l'entrée de l'AFDEL dans notre pays. C'est une façon de vous dire que cette question de sécurité nous empêche de dormir. Et ça attire toute mon attention et j'y travaille là-dessus. Voilà pourquoi à chaque fois, j'essaie d'informer les Congolais, en même temps de proposer les pistes de solutions. Parce que le Congo, c'est un corps. Toutes les 26 provinces font partie de la RDC, donc c'est un corps. Lorsque vous avez une partie de la RDC qui a des problèmes, et je ne pense pas qu'un Congolais digne de ce nom, où qu'il soit, à l'est, au sud, au nord, puisse se dormir tranquillement, alors que les nôtres, nos compatriotes, se font massacrer tous les jours. Voilà la raison de mes différentes conférences et communiqués de presse. Lors de la 75e Assemblée générale de l'ONU, le président Tshisekedi n'a pas pointé du doigt uniquement aux Rwandais, même pas aux Ougandais. Il a parlé que ce qui se passe à l'est de la République, il s'agit d'une guerre asymétrique. Mais dans vos multiples déclarations, il vous arrive aussi de citer le nom du Rwanda et puis de l'Ouganda. Non, mais il ne faut pas chercher, ce que j'ai dit, il ne faut pas chercher la petite bête. Le chef de l'État reste le chef de l'État. Il a les informations que nous ne disposons pas. Et puis, c'était dans un contexte diplomatique. Mais parler déjà d'une guerre asymétrique, ça rapproche, ça nous rapproche un peu plus près de nos bourreaux, qui sont le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays qui agissent derrière ces deux pays-là. Donc moi je pense que le chef de l'État a fait une approche claire sur le plan diplomatique. C'est comme ça que ça se lit en diplomatie. En diplomatie, il faut savoir lire à travers les lignes. Donc le chef de l'État a tout dit. Moi je pense que c'était une bonne façon de désigner l'ennemi en diplomatie. Et vous, dans le parti politique, la diplomatie ne fait pas bonne presse? Non, un parti politique a aussi un côté diplomatie. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin d'appliquer la diplomatie. Pour l'instant, on appelle les chats par son nom. Mais il ne faut pas se voiler la face. Je veux que les Congolais qui nous suivent sachent que l'ennemi de notre pays, c'est le Rwanda. Nous avons un criminel, Paul Kagame, qui est à la tête du Rwanda. Et c'est lui qui tue chez nous. Et c'est lui qui pille nos richesses. Mais il ne faut pas. Nous ne pouvons pas nous leurrer parce que d'autres le disent. Ceux qui ont des moyens satellitaires, ils nous le disent. Ceux qui ont les grands moyens d'information nous le disent et c'est vérifiable. Nous allons peut-être parler des rapports mapping. Ça n'a pas été constitué par les Congolais. Ça a été constitué, élaboré par les Nations Unies.
Et là, on a cité nommément le Rwanda, entre autres. Donc, vous voyez, c'est une question de souveraineté. Et ça a une gravité exceptionnelle. Voilà. Est-ce que la question qui est posée, c'est de savoir, est-il toujours important d'indexer le Rwanda et pendant que l'Est de la République, c'est déjà une proie de ceux qui sèment la désolation, où il faudrait trouver des stratagèmes pour mettre fin à cette tragédie? Non, d'abord, soyons vraiment justes et logiques. Les Congolais que nous sommes, nous avons une part de responsabilité. Parce que les Rwandais a des complices chez nous. Je comprends maintenant, parce que moi j'étais au Soudan, et puis après le Soudan, je me suis retrouvé en Suisse. Je comprends pourquoi André Kissassé avait été assassiné. Parce qu'on nous a rapporté beaucoup de choses là-dessus. On a dit que c'est quelqu'un qui protégeait nos biens. Dans tout ce que l'AFDEL faisait, lui, il s'interposait pour dire que nous devons tout faire pour protéger le patrimoine. Et maintenant, je suis en train de croire à tout ce qui s'était dit autour de cet assassinat. C'est une façon de vous dire que les Rwandais avaient des objectifs à atteindre chez nous. Et pour cela, il a eu à travailler avec, malheureusement, avec certains de nos compatriotes qui sont directement ou indirectement complices. À commencer par l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Vous dites qu'il était complice? Mais il est complice. Vous avez des preuves? Vous voulez que je donne? Oui, allez-y. Son comportement pièce contre pièce, hein. Nous sommes dans le pénal. Son comportement ne suffit pas. Son comportement ne suffit pas. Nous avons vu nos forces armées lorsqu'ils étaient sur le terrain. Je pense qu'à un moment donné, ils étaient découragés parce que les choses ne se passaient pas tel que cela devait se passer. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons être clairs parce que le Congo a besoin de réécrire son histoire. Nous avons des complices directs et indirects de Rwanda ici chez nous dans notre pays. Et bien si on n'arrête pas avec ces petits jeux-là, donc nous n'arrêterons jamais la guerre à l'Est. Et voilà. Quand vous dites si on n'arrête pas avec ces petits jets, qui sont ceux qui doivent arrêter ces petits jets? Mais ils sont nombreux, ils sont nombreux. On n'a pas besoin de mettre des loupes pour Parce comprendre. qu'à Katanga, ça avait bardé avec les Bakata Katanga il n'y a pas longtemps. Non, non, à Katanga, là aussi, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est une sorte de politique politicienne. Ceux qui veulent diviser les Congo doivent comprendre que les Katanga doivent rester une partie intégrante de la RDC. Vous voulez faire comme Tchombe. Tchombe avait tenté, mais il n'a pas pu. Paix à son âme. Il n'a pas pu. Et vous voulez rééditer l'histoire aujourd'hui après 60 ans pour faire la même chose que Tchombe. Tchombe a réintégré l'espace national parce qu'il avait compris que cette aventure ne pouvait pas marcher. Vous voyez, ne tentez pas cela. Nous sommes un peuple uni, nous sommes un pays uni, nous devons les demeurer. Donc ceux qui font ce genre d'aventure, que ce soit Katanga, que ce soit hier, ils doivent se résigner. Vincent Karega, l'ambassadeur rwandais ici en RDC, dans certaines de ses déclarations, il a dit que son pays n'est pas impliqué dans le massacre où la RDC pointe toujours le Rwanda du doigt. Et je pense que ces propos ont suscité un tollé. Vous avez aussi fustigé certaines de ces déclarations. Vous êtes arrivé à quel niveau? Parce que Vincent n'est pas toujours parti comme souhaité, même par votre parti politique. Karega, c'est un monstre, c'est un véritable monstre. Le drame, c'est qu'on a accepté son accréditation ici, sachant que c'est quelqu'un qui a un passé lourd. Et là, je vais demander à nos services de sécurité d'enquêter là-dessus. Je me pose beaucoup de questions parce que pour accepter un ambassadeur chez nous, n'importe où, parce qu'il y a la convention de Vienne qui ne transige pas. Lorsque vous voulez accepter un ambassadeur, vous devez avoir son parcours, savoir qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. Mais Karega, il a un passif qui pèse sur lui. Il a un passé lourd, compromettant. Alors c'est ces messieurs-là qu'on a envoyés chez nous ici. Est-ce qu'on a enquêté suffisamment sur ces messieurs? Eh bien, chasser les naturels, il revient au galon. Donc aujourd'hui,
son identité a été révélée. Parce que c'est quelqu'un qui a fuyé la mémoire de nos martyrs. Et puis il a osé dire qu'il n'y a personne qui peut le faire partie dans notre pays. Eh bien, écoutez, je crois que la diplomatie peut accepter ça. Mais le peuple, le souverain primaire, ne l'acceptera jamais. Donc, Karega doit partir. Il doit absolument partir. Voilà pourquoi je suis de cœur avec nos compatriotes, avec tous les mouvements citoyens qui se retrouvent chaque fois quelque part en ville ou devant l'ambassade pour réclamer le départ de Karega. Je m'associe à ces démarches. Donc vous voulez casser la relation ou la coopération bilatérale entre le Rwanda et la RDC? Mais écoutez, coopération, vous le savez bien, et les Rwandais, tout comme le Burundi, étaient dépendants de la RDC, donc d'Israël à l'époque. Mais aujourd'hui, ce que nous subissons de la part des Rwandais, nous ne le méritons pas. Est-ce qu'il faut parler de cela, de ce que vous dites, de ce que vous qualifiez de relations bilatérales? Donc les lots de morts, on reçoit les lots de morts. Et lorsque on ouvre, on agrée une ligne aérienne, donc les Rwandais, donc vous avez chaque fois, tous les vols qui viennent vers ici, vous avez les taux de remplissage qui est à 95% composé des passagers d'origine rwandaise et l'avion qui rentre vite. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Que vient-il faire ici? Vous n'allez pas faire du business dans un pays que vous avez détruit. Ce sont des voisins naturels, hein, et puis j'allais dire éternels aussi. Si. De ce côté-là, je n'en disconviens pas. Vous savez, si nous, on était méchants, je crois qu'à notre époque, on allait annexer les Rwandais. Mais c'est que mais ça c'est fort, pourquoi annexer les Rwandais? C'est que les Rwandais nous font. Comment vous dites ça, oui? Mais on était plus forts. Vous savez, nous, on avait l'Afrique centrale, même au-delà. À l'époque de Mobutu? À l'époque de Mobutu. On avait une influence sur l'économie, la politique et la diplomatie, voire même à travers le monde. Mais on n'a jamais songé à agresser les autres tel que cela se passe aujourd'hui. Mais encore une fois, ça nous donne une leçon. Je crois que nos enfants qui feront une lecture claire de l'histoire de notre pays à un moment donné, ils auront un mot à dire au Rwanda. Vous avez moi, ça ne me dérangerait pas si nos enfants demain annexaient le Rwanda dans le cadre d'une expédition punitive. Moi, ça ne me dérangerait pas. Alors, oui? je parle sous votre contrôle. Vous avez parlé de l'époque de Mobutu. Il n'y a pas plus longtemps, vous avez lancé deux pétitions. L'une était pour l'érection des murs pour séparer la RDC et le Rwanda. Et puis la seconde pétition s'alignait dans la logique de faire retourner au pays les phases. Alors, qu'en est-il de ces deux pétitions? Moi, j'avais porté, je vais préciser, j'avais porté une volonté populaire. Le peuple voulait qu'il y ait un mur de sécurité, pas un mur de séparation tel qu'il en existe entre le Mexique et les États-Unis ou entre Israël et Palestine. Donc, les murs, il en existe un peu partout. Nous sommes en arrivés là, donc le peuple, parce que avec ce qui se passe à l'est de notre pays, nous avons tenté par la diplomatie. Ça n'a jamais marché. À un moment donné, on a pris les armes, mais ça n'a jamais marché. La démarche n'a pas été soutenue, hein, d'ériger le mur. Non. J'ai dit que moi, j'ai soutenu une démarche populaire. Ah, c'était une démarche populaire? C'est le peuple, j'ai porté cela. Mais juste au moment où on voulait finaliser ça, il y a eu le coronavirus. Donc, nous nous sommes rétractés. On attend que les chefs de l'État puissent mettre les choses au point afin que nous puissions... Mais entre-temps, on avait écrit. Nous avions écrit du temps de Cameroun où il était directeur de cabinet. On lui avait adressé une lettre qui est restée sans réponse malheureusement parce qu'on avait sollicité une audience afin de pouvoir émettre les conclusions de ces deux pétitions. Par contre, l'autre, je vais survoler rapidement, l'autre pétition, nous avons compris que les pays étant agressés, nous devons, quand je dis nous, chaque Congolais doit mettre la main dans la pâte. C'est ainsi que nous avions pensé aux nôtres qui ont eu comme métier l'armée, qui ont fait le métier des armes, qui se retrouveraient, donc je parle des ex-phases, qui se retrouveraient à l'extérieur. Ne soyez pas parmi ceux qui sont tentés de me dire que ce sont les gens qui ont vieilli. Non, parce que la plupart d'entre eux, oui. Non, nous avons eu un chef d'état-major général qui était ici de phase, vous voyez. Donc,
Le peuple avait souhaité que ces gens-là puissent revenir parce que, en quelque sorte, ce sont nos réservistes qui puissent s'intégrer dans la lutte. C'est ce que le peuple avait pensé, c'est ce que j'avais porté. Parce que c'est dans l'hypothèse où le chef de l'État a dit du haut de la tribune des Nations Unies qu'il voulait que le casque bleu persiste encore dans la partie Est pour maintenir la paix et travailler aux côtés des FARDC. C'est aussi dans la même logique où vous avez voulu que les FARDC à sa place, le fassent rentre. À sa place, je ne dirais pas ça. Parce que, vous voyez, une équipe qui ne gagne pas, il faut la changer. Mais une équipe qui gagne, il faut la maintenir. Les Nations Unies, sous plusieurs formes, parce que c'est un programme, disons, la MONUSCO sous plusieurs appellations, qui est l'un des programmes des Nations Unies, est chez nous depuis 1960. Et depuis 1960, sauf moi où nous avons eu, pendant les règnes de Mobutu, nous avons eu un moment de reprise. Mais depuis ce temps-là, le programme des Nations Unies, sous forme de MONUSCO, est établi chez nous. Donc on se pose la question de savoir quelle est l'efficacité de ce programme. Parce qu'on ne doit pas fermer les yeux sur les massacres. Vous voyez, il faut définir le rôle de MONUSCO dans notre pays. Moi, j'ai tendance à comprendre que je ne suis pas le seul, c'est le peuple y compris. Nous avons tendance à comprendre à croire plutôt que la MONUSCO ne remplit pas correctement son rôle. Alors, est-ce qu'il faut continuer avec la MONUSCO? Est-ce qu'il faut voir les choses autrement? Parce que nous pouvons activer, je l'ai dit comme ça, nous pouvons activer des accords militaires, des coopérations militaires avec d'autres pays. Ça pourrait peut-être jouer autrement. Donc, c'est une question que nous devrions réfléchir. Le problème, c'est que le chef de l'État doit nous consulter, afin que nous puissions chacun, parce que le Congo nous appartient à tous. Nous devons soutenir son action parce que c'est lui qui incarne la légalité constitutionnelle dans notre pays. Il a une mission que le peuple lui a confiée. Nous devons être derrière lui, mais je lui demanderai à ce qu'il puisse nous consulter de temps en temps. Nous ne voulons pas voir les gens seulement qui viennent lui serrer la main et puis ils s'en vont avec un sentiment de satisfaction. Nous voulons les gens qui travaillent, qui lui apportent des propositions afin qu'il puisse avancer par rapport au contrat qu'il a avec son peuple. Mais pourquoi vous dites que les casques bleus n'ont pas rempli leur mission régalienne du moment où l'on sait qu'ils ne sont là que pour maintenir la paix et non imposer certains dictats? Sinon, ils vont remplacer le FARDC. Je suis très branché à l'Est. Par moment, on aurait appris qu'on tuait à quelques mètres des sièges de la MONUSCO à l'Est. Personne n'a bougé. D'où la création d'une brigade d'intervention rapide, comme l'aurait souhaité Félix Antoine Tshisekedi. Mais je veux que les massacres s'arrêtent. Si la MONUSCO veut relever un défi, il faut qu'elle arrête le massacre à l'Est. Mais ça n'arrête pas. Ah, c'est la MONUSCO qui fait qui massacre la population à l'Est. L'un des rôles de la MONUSCO, je n'ai jamais dit que c'était la MONUSCO. Ah, ok. L'un des rôles de la MONUSCO, c'est d'assurer la sécurité, la protection. Évidemment. Mais pourquoi on tue tous les jours? Alors que la MONUSCO est présente, il y a un poste de la MONUSCO qui est présente à l'Est. Donc ça pose un problème. Donc il y a des questionnements, ça suscite des questionnements. Donc le départ illico de la MONUSCO? Non, lui il jouait un petit jeu. Oh, comment ça? Non, je vous l'ai dit. Lorsqu'il voyait que, c'est comme du temps de Mobutu, lorsqu'il avait des problèmes avec les Américains, il partait vers les Israéliens. Vous voyez? Mais c'est de la bonne politique. Attendez, j'en arrive. Il faisait des Israéliens ses avocats. Mais Kabila a fait ça pour des enjeux politiques. Donc, moi j'appelle ça la politique politicienne. Il n'a jamais pris une bonne décision, soit de faire en sorte que la MONUSCO puisse rester et revoir sa politique, sa façon de travailler. Quand vous dites politique politicienne, c'est-à-dire quoi? Une très mauvaise politique, c'est ça? Oui, ça dit on fait des choses pour ses propres intérêts. Mais vous voulez le départ de la MONUSCO? Maintenant, je pense que ça se décrète ou pas. Ça se discute. Vous voyez, si la MONUSCO prouve aux Congolais qu'il est capable d'effectuer sa mission
conformément à ce qui lui a été les choses conclues, désignées. Mais il faut qu'on voie les choses. Sur le plan pratique, nous ne voulons plus de déclarations. La MONUSCO, elle est à l'Est, elle bénéficie d'un projet, d'un budget conséquent. Et puis aussi, je crois qu'elle a des éléments, elle a des éléments à son actif. Donc, nous voulons des actes. Ok, nous allons clore avec ces dossiers de l'insécurité. La dernière question, si Vincent Karega ne partait pas les sols congolais comme l'aurait souhaité plus d'un Congolais, le parti Unité des Valeurs, qu'est-ce que vous allez faire? Vincent, vous voyez, nous avons bien commencé, mais il me semble que nous n'avons pas abordé aussi des grandes questions. Oui, on n'a pas fini, c'est la première partie. La première partie, oui. Très bien. Mais de toute façon, le Congo est souverain. Et la souveraineté appartient au peuple. C'est le peuple qui les demande. Ce n'est pas le gouvernement congolais, mais c'est le peuple congolais. Mais le gouvernement congolais est censé être à l'écoute de son peuple. Alors je ne vois pas le gouvernement ou le régime Tshisekedi faire le contraire de ce que veut le peuple. Donc vous comprendrez tout simplement que s'il n'est pas encore parti, il finira par partir. Très bien, s'il n'est pas parti, il finira par partir. C'est la note qui nous aide à boucler le premier chapitre de l'émission Grande Analyse. Alors, cap sur la rentrée parlementaire, c'était une rentrée de tous les enjeux, comme ça a été dit sur la toile, même dans la caméra publique. Président Michel au Congo, je reviens à vous. Et Félix-Antoine Tshisekedi s'était rencontré il y a un peu longtemps avec Joseph Kabila Kabange. Alors d'abord cette rencontre d'après vous, qu'est-ce que ça vous a inspiré quoi? Non, commençons d'abord par la rentrée. Les autres ont parlé de la rentrée, de tous les enjeux. Oui, et surtout avec la présence du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange au niveau du Sénat, c'était un boom. J'en arrive, mais les autres ont dit que c'est un retour de tous les enjeux. Moi, je dirais plutôt que c'est un retour de tous les dangers. De tous les dangers. C'est ce que moi, je dis. Là, c'est votre nuance. Ok, allez-y. Oui, mais ça révèle même la réalité. Bon, deuxième point. Joseph Kabila doit comprendre qu'il a fait son temps. Il a fait son temps, 18 ans. Je dirais la Kabylie a fait au total 21 ans. Il est temps qu'il s'en aille parce que le peuple en a décidé autrement. Il a été vomi par les élections que lui-même avait organisées, que lui-même avait contrôlées. Vous voyez? Maintenant, ce qui est dramatique, je m'adresse au peuple congolais. Vous prenez le chef de l'État, Kabila prend le chef de l'État, il est réduit au niveau d'une autorité morale, parce que lui, il en est une. Et vous savez la suite? Lorsqu'il y a des problèmes de souveraineté, les problèmes de gestion du pays, eh bien, il va demander au président Félix-Antoine Tshisekedi de venir s'asseoir avec lui et de traiter avec lui d'égal à égal. Donc, des autorités morales qui décident des affaires du pays. Non, ça c'est scandaleux. C'est une insulte à la nation de la part de Kabila. Il doit arrêter. Le chef de l'État est au-dessus de la mêlée. C'est quelqu'un qui a beaucoup de prérogatives. Et c'est quelqu'un qui est investi par le mandat du peuple congolais. Et c'est quelqu'un qui a prêté solennellement serment un certain 24 janvier 2019. Donc, vous voyez, Kabila doit arrêter de s'insérer abusivement dans l'espace présidentiel. Il faut qu'on arrête avec ça. S'il n'y a personne qui n'ose pas le lui dire, moi je me porte garant pour le lui dire. Il doit arrêter avec ça. Le chef de l'État doit rester le chef de l'État et le fauteuil n'est pas partagé avec quelqu'un d'autre, comme c'était le cas dans les 4 plus 1 de triste mémoire. Voilà ce que j'aimerais vous dire. Vous avez dit, je vais faire la déduction. Vous avez dit tantôt que Kabila a rendu Félix-Antoine Tshisekedi autorité morale, de telle sorte que les deux puissent se rencontrer et discuter des affaires politiques de la RDC.
Est-ce que c'est Kabila qui l'a rendu autorité morale ou bien il est tout de même autorité morale du cap pour les changements? Vincent, je ne vous permets pas de faire des déductions. Je dis les choses telles qu'elles se présentent. Et c'est triste et malheureux. Je ne sais pas pourquoi nous en sommes arrivés là. Mais je suis en train de relever cela. Et en même temps, je demande au chef de l'État de se mettre à la place où le peuple congolais l'a installé. Il est le chef de l'État, le commandant suprême de l'armée et le garant de la nation. Vous voyez, au bout de 5 ans, le peuple lui demandera des comptes. Il ne va pas s'asseoir avec Kabila pour donner des comptes aux Congolais. Et c'est ce que moi je demande. Je dis bien, s'il n'y a personne qui n'a pas le courage de dire cela au chef de l'État, moi je le fais volontiers. Je le fais volontier. Kabila doit comprendre, même s'il fait son scénario, qu'il a fait son petit numéro de venir assister, disons, venir se placer au banc des sénateurs. Est-ce un péché? Personne ne lui en veut, d'ailleurs c'est encourageant. Ouais. C'est là où il devait rester. Vous voyez? Parce que vous savez, le peuple congolais, c'est un peuple dont l'hospitalité est connue de tout le monde. Et ici, c'est un peuple qui pardonne facilement. Mais pourquoi ça vous dérange quand un ancien chef de l'État vient rendre visite à un président actuel pour discuter un peu des questions qui fâchent? Non, soyons justes avec les mots. Ce genre d'exercice, même ailleurs, parce que nous avons importé notre démocratie. Même ailleurs. Trump avec Obama, c'est Trump avec Obama, et Macron avec Hollande, ça se fait. Mais de là à chercher à traiter d'égal à égal, c'est là où ça ne passe pas. Parce que, vous voyez, les gens ont tendance à dire que ce sont des... C'est comme ça que c'est interprété, c'est comme ça que c'est fait d'ailleurs. Des autorités morales. L'une des caches et l'une des... C'est ce qui vous dérange. Moi, c'est ce qui me dérange. Tout comme on peut dire un ancien chef de l'État et un président actuel. Ce n'est pas constitutionnel. Ce n'est pas constitutionnel. Mais on est bantou, non? S'il venait, attendez, s'il venait voir les nouveaux chefs de l'État, une visite de courtoisie, voire même une visite de travail, ça ne me dérange pas. Mais de là, traiter d'égal à égal, moi je trouve que ça ne marchera jamais. Voilà, on me fait signe que nous sommes quasiment à la fin. Je vous pose une question. IDP Tshisekedi est au pouvoir. Comment jugez-vous le comportement de ces partis présidentiels? Vous savez, moi je suis leader d'un parti politique, c'est Unité de Valeurs, mais je n'oublie jamais que Unité de Valeurs est sortie de l'IDPS. J'ai fait 25 ans dans l'IDPS. J'étais représentant en Suisse, représentant honoraire en Italie, et en même temps j'ai occupé beaucoup d'activités connexes. Je faisais partie des groupes de contact. C'était la branche sécuritaire de l'IDPS. On a travaillé avec Paulin Mukendi, on a travaillé avec tous les autres là-bas. C'est une façon de vous dire, je n'ai pas Paulin Mukendi qui est en France, en Ile-de-France. La génération d'aujourd'hui, on crie qu'il s'agissait des problèmes Mukendi de... Non, pas les journalistes. C'est un politicien que je salue, d'ailleurs il est en Ile-de-France et tous les autres. Donc, moi je voulais dire ceci. L'IDPS c'est un grand parti. L'IDPS c'est même c'est le pilier de la démocratie. C'est le pilier de la République. Donc nous tous, tout ce que nous voulons, c'est que l'IDPS puisse se consolider davantage. Parce que sans l'IDPS, le président national ne pourra pas faire asseoir sa politique. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait que l'IDPS doit tout faire pour qu'au sein de ce parti, qu'il y règne la paix, qu'il y règne la concorde, et puis que les gens puissent travailler davantage. Président de la République, hein, vous voulez dire, hein. Vous avez dit président national, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi? Oui, j'ai parlé du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, parce que moi nous sommes tous sortis d'une même école. Moi j'ai fait la même école que l'actuel président, et à l'extérieur, lui il était en Belgique, moi j'étais à côté en Suisse. Donc nous avons eu à travailler ensemble. Voilà pourquoi IDPS est derrière, dans Unité de Valeurs, est derrière, rangé derrière l'IDPS. Parce que c'est naturel
c'est tout naturellement que nous soyons derrière les partis qui a fait que nous puissions naître aujourd'hui. Et c'est là. Donc nos prières aujourd'hui, nos sentiments, nos vœux, c'est que l'IDPS puisse mieux se porter. Alors, voilà. Michel Okongo, on a quasiment fini nos minutes. Nous disons merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Mesdames et messieurs, cet entretien est terminé.